Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live, ce nouveau live de la journée du CSE pour la 13e édition. Nous sommes le jeudi 8 février, il est 15h01, le temps de faire le petit jingle d'introduction. On démarre à l'heure, j'y tiens. Je suis très content de pouvoir vous accueillir pour ce premier événement de l'année 2024, élu du CSE, dirigeant d'entreprise ou simplement à la recherche d'informations. J'ai toujours autant de plaisir à pouvoir vous accueillir, échanger avec vous. Je vais accueillir donc Jihad Daman dans un premier temps à partir de 15h donc, pour évoquer les fondements de la formation SSCT, santé, sécurité et conditions de travail. Et ensuite, on pourra accueillir Christine Ochabaef et Vincent Desmeliers. Christine étant la dirigeante et la fondatrice du cabinet Composia. Ils traiteront tous les deux d'une thématique qu'on n'a jamais encore évoquée ensemble, qui est des techniques simples et des moyens simples pour valoriser l'image et ensuite créer une image de marque, une relation de confiance entre la direction, les salariés et les membres du CSE. Je vais tout de suite profiter, parce que je vois dans la salle d'attente que mes intervenants sont là. Je vais accueillir tout de suite Jihad. Jihad, on a 1 heure ensemble pour que tu puisses présenter auprès des élus, des dirigeants et de toutes celles et ceux qui sont avec nous en live les fondements de la formation SSCT, une formation qui est voilà, un peu quand même inéluctable, hein, qui fait partie des gros fondements du droit à la formation des élus. 1 heure ensemble, je sais que tu as préparé un petit support, mais je vais quand même déjà peut-être te laisser te présenter auprès des participants. Bien sûr. Alors bonjour à toutes et à tous, moi c'est Jihad. Je suis l'un des 2 formateurs en CDI, chez Formose. Aujourd'hui on compte, à peu près 170 freelances, dans nos rangs, qui sont, un peu répartis, sur, l'ensemble du territoire national, afin de pouvoir prodiguer, des formations. La formation santé, sécurité, conditions de travail, comme tu le disais Aymeric, hein, donc incontournable, une formation, réglementaire, formation obligatoire. En tout cas, le président du CSE est censé, pouvoir proposer, donc cette formation aux membres élus du CSE. Une formation qui est prodiguée sur 5 jours pour les primo-élus, sur 3 jours pour les personnes en recyclage. Une formation également qui va porter sur la lutte contre le harcèlement sexuel et l'agissement sexiste, une formation d'1 jour. On la propose également sur 2 jours ici, chez Formose. Intéressant pour le référent ou la référente lutte contre le harcèlement sexuel et agissement sexiste côté CSE, mais également côté entreprise à partir de 150 salariés. Une formation portant sur les attributions économiques du CSE, qu'on prodigue sur 2-3 jours, mais également 5 jours. Alors 5 jours pour les entreprises de plus de 2000 salariés, mais en tout cas fortement intéressante et également réglementaire. La formation Tout savoir sur mon CSE qui, elle, va être destinée aux CSE appartenant à une entreprise de moins de 50 salariés. Et enfin, une formation portant sur la lutte contre les risques psychosociaux. Dans tous les cas, on aborde tous ces sujets-là en formation SSCT. Voilà. OK. Ouais, ça fait partie des prérogatives communes, en fait, un peu à toutes les formations. OK. Donc au-delà de ça, moi je suis du coup formateur pour toutes les formations ici que je viens de vous présenter, du catalogue Formose, mais également je suis formateur SST, donc sauveteur secouriste du travail, depuis quand même pas mal d'années. Je suis formateur de formateurs. On a des projets d'ailleurs donc chez Formose à partir de mars 2024, donc c'est très proche. On va lancer nos premières sessions de formation de formateurs. Donc D'accord. CSE dédié à la santé, la sécurité, les conditions de travail. Donc ça va être OK. quand même intéressant, un très beau challenge. Ouais. Donc voilà pour la petite présentation. On peut déjà démarrer, Aymeric, du coup? Oh, tu peux y aller, il y a pas de souci, ça marche. C'est parti. Alors n'hésitez pas à interrompre effectivement mon animation. Le but, c'est que ça soit une animation interactive et pas qu'une simple prise de parole magistrale de ma part. C'est ce qu'on avait convenu avec Aymeric, c'est de pouvoir être dans les conditions réelles d'une formation. Donc Mmh. là, je voulais vous présenter tout d'abord les objectifs du coup de la formation SSCT, donc santé, sécurité, conditions de travail, qui va être déjà, dans un premier temps, de vous approprier les attributions et les moyens du CSE, en revenant sur les rôles et missions du CSE. Effectivement, tout ce qui est en lien avec les règles qui vont régir le fonctionnement du CSE, donc en général, hein, tout ce qui est en lien avec les réunions, l'utilisation de vos heures de délégation, le délai de prévenance pour l'utilisation des heures de délégation qui sont mutualisées.
et également pouvoir adapter vos missions en santé, sécurité, conditions de travail par rapport à votre contexte, par rapport à votre secteur d'activité, Mmh. afin de pouvoir prévenir les risques, hein. Ça va être le sujet effectivement de mon intervention aujourd'hui, qui va se porter effectivement sur votre rôle à jouer, vous en tant que membre du CSE, dans le cadre d'une mission d'enquête. Mission d'enquête afin de pouvoir prévenir que le risque qu'un dommage ne survienne à nouveau, mais Mmh. également le fait que le risque que le dommage arrive dans un premier temps. Notre but à nous, hein, il est qu'à la fin de cette formation, vous puissiez être complètement autonome et que vous puissiez intervenir en tant qu'acteur à part entière de la prévention dans l'entreprise et d'être force de proposition d'actions de prévention efficaces sur le long terme. Donc, Mmh. au-delà des missions d'enquête, on demande également aux membres du CSE de pouvoir, en tout cas pour les entreprises de plus de 50 salariés, d'effectuer ce qu'on appelle des visites de site ou inspections, comme on l'appelle ici dans le code du travail, des visites de site qui vont vous permettre d'évaluer les risques. Donc ça va être effectivement sur cela que je vais démarrer effectivement mon intervention. Donc il existe 3 grandes familles de risques, si on peut appeler comme ça. Vous avez ce qu'on appelle les risques qui vont être communs à toutes les entreprises. Donc les risques communs à toutes les entreprises, vous avez le risque qui est lié à l'usage de l'électricité, donc Mmh. l'électrisation, l'électrocution, mais également les risques de chute de plein-pied, les risques de chute de hauteur, donc qui sont également des risques communs. Le risque incendie, qui est un risque commun à tout secteur d'activité, peu importe la taille de votre entreprise, hein. On a donc cette première grande famille de risques. Deuxième grande famille de risques, qui, elle, va plutôt concerner les risques qui sont liés intimement à votre secteur d'activité et à vos métiers. On a une différence entre des personnes qui vont travailler, par exemple, dans le secteur tertiaire et des personnes qui vont travailler sur des chaînes de production en termes de risques. Donc, effectivement, on va avoir plus de risques physiques côté chaîne de production, moins de risques physiques côté tertiaire. Par contre, on retrouve quand même pas mal de risques qui sont en commun, et notamment la troisième grande famille des risques, qui généralement est manquante d'ailleurs dans les documents uniques d'évaluation des risques professionnels. Donc, ce document central qui liste l'ensemble des risques auxquels vous êtes exposés et qui va être intimement lié à ce qu'on appelle la grande famille des risques sans danger apparent, donc qui vont être liés au harcèlement, donc le harcèlement sexuel, les agissements sexistes, les propos sexistes, le harcèlement moral. On pourrait ajouter également les préjugés, les stéréotypes, tout ce qui est en lien avec les discriminations également. Donc voilà, on aborde vraiment tous ces sujets-là en formation SSCT. Là, j'essaie d'être le plus bref possible parce que mon intervention est quand même limitée. Donc voilà. Là, je voulais. Est-ce que cette Oui, est-ce que cette pardon. 3e famille de risques, aujourd'hui, elle est en train de prendre le pas sur les 2 premières? Alors, effectivement, en fait, alors, c'est pas qu'elle prend le pas, c'est que elle est malheureusement oubliée en termes de prévention des risques. On Ouais. oublie de sensibiliser les salariés au risque du harcèlement sexuel, par exemple, lors de la phase de recrutement. On est censé, pourquoi pas, enfin, en tout cas, le patron est censé pouvoir présenter la définition du harcèlement sexuel et des sanctions encourues, et notamment des sanctions pénales encourues, parce qu'il s'agit ici d'un délit, donc sur le panneau d'affichage, mais également dans le règlement intérieur d'établissement. Pareil pour le harcèlement moral. Donc, effectivement, ce qui manque, ce que je peux constater en tout cas, à partir de ma petite expérience, en tout cas dans les CSE et en tout cas dans mes déplacements professionnels dans le cadre des formations, c'est qu'on a très très peu de sensibilisation et Mmh. d'actions de prévention efficaces sur le long terme afin de pouvoir lutter contre ces thématiques-là. Mon travail consiste également à apporter donc ces solutions-là clés en main donc au CSE, mais également aux entreprises, hein, notamment au service RH des entreprises. OK. Donc je voulais revenir effectivement sur la fameuse procédure d'enquête. Donc beaucoup de CSE, hein, me parlent d'enquête. Effectivement, le
le président du CSE est dans l'obligation de mener une enquête lorsqu'un dommage survient, hein. Ça peut être un accident de travail, mais au-delà du dommage, j'ai envie de dire physique ou mental, que pourrait subir un salarié victime, ici, on pourrait parler de démarche qualité. Ça peut être suite, notamment, pourquoi pas, à un turnover dans une équipe. Donc ça peut être un défaut d'organisation de travail, qui Mmh. va, engendrer, ce démarrage d'enquête, qui va être, donc initié, par le CSE, conjointement, bien évidemment, avec la direction. Donc c'est vrai que là, on arrive à la fin, hein, de la formation SSCT. Je présente ça à la fin. Quand je dis à la fin, c'est les 2 derniers jours qui vont être consacrés à cela, dans lesquels je vais, aborder ce sujet-là à travers, des exercices également d'application. Donc on fait des cas concrets. Mmh. Heu Au-delà de l'évaluation des risques, il va falloir que vous puissiez être, complètement autonome dans cette procédure d'enquête. Donc, déjà, il faut définir ce qu'est l'enquête. L'enquête, elle nous permet ici de comprendre ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise à l'avenir. Donc on a, une obligation, nous, en tant que membre du CSE, de pouvoir mener une enquête de la façon la plus neutre possible. Quand je dis neutre, c'est-à-dire d'apporter un maximum d'éléments factuels au président du CSE afin qu'il puisse prendre la meilleure des décisions possibles. Je reviens rapidement sur les rôles et missions du CSE. Le but du CSE, il est de travailler en étroite collaboration avec la direction afin de pouvoir, avoir tous les moyens lui permettant de mener une enquête complètement neutre. Notre but, il Mmh. est d'aider l'employeur à remplir ses obligations légales. Voilà. À l'instar d'un membre du CSE, à l'instar d'un salarié classique dans l'entreprise, le président du CSE, qui est nul autre que l'employeur, a une obligation de résultat. D'après l'article L4121-1 du Code du travail, l'employeur se doit d'assurer la sécurité et de protéger la santé mentale et physique de l'ensemble des salariés, et y compris, hein, à tous les travailleurs temporaires. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont présentes physiquement, dans l'entreprise sont sous la responsabilité, hein, du patron. Le CSE est présent, dans l'entreprise afin de pouvoir également représenter ces personnes-là. Donc vous représentez pas seulement les salariés présents dans l'effectif, mais également les personnes intérimaires. Ça peut être également, les personnes qui font l'objet, d'un prêt de manœuvre également, Mmh. heu qui peuvent être prestataires et qui sont présents, au sein de l'établissement. Ici, hein, votre but, il est du coup, hein, de ne pas chercher un coupable. On doit avoir cette vision neutre, des choses. Notre but, il est d'apporter un maximum d'éléments factuels, et quand je dis factuels, hein, c'est, des éléments qui vont être indiscutables. On va essayer d'apporter un maximum d'éléments mesurables, quantifiables. On va essayer d'apporter des éléments, qui seront, indébattables ou irréfutables, si vous voulez. Donc, Mmh. pas mal de preuves. Donc 3 grandes étapes constituent, cette procédure d'enquête. La première grande étape ici, hein, c'est le recueil des faits. Le recueil des faits ici, il consiste, hein, à récupérer le témoignage, hein, des différentes, personnes, qui sont, présentées, dans le problème, hein. C'est-à-dire dans l'accident. Ça peut être, ici, je vous ai mis un exemple, hein, d'une supposée victime, d'un supposé agresseur et d'un possible supposé témoin. D'accord? Heu Ici, notre but, hein, il n'est pas de chercher à comprendre si la supposée victime est vraiment victime ou si le supposé agresseur est vraiment agresseur. Notre but, il est essayer de rapporter un maximum d'éléments, visant à ce que l'employeur puisse prendre la meilleure des décisions possibles. On est vraiment sur un côté neutre, clairement. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est très, très, très important, afin que le patron, et donc le président du CSE puisse, répondre à ses obligations légales. Ouais. Voilà. Dans le cadre d'une agression, ça peut être par exemple, tiens, dans le cadre d'un harcèlement, pour rester, sur ce cas-là, que ce soit un harcèlement moral, harcèlement ces procédures d'enquête, elles marchent pour tout, hein. C'est ça qui est bien. Donc que ça soit pour un harcèlement moral, harcèlement sexuel, un accident de travail, Mmh. physique, ça peut être également, encore une fois, un défaut d'organisation de travail. Ici, vous allez pouvoir appliquer cette procédure d'enquête. Donc là, vu qu'on a une supposée victime, un supposé agresseur, un supposé témoin, on pourrait partir, par exemple, sur l'exemple d'un harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel, hein, ici, hein, donc on est sur une thématique, qui est,
qui devrait être d'ailleurs la sensibilité de toutes et tous, hein, bien Mmh. évidemment. Ici, le patron est dans l'obligation, hein, de prévenir que le risque arrive. Donc il est censé pouvoir produire, pourquoi pas, une procédure d'enquête et une procédure de signalement, bien évidemment. Donc les CSE, le jour où il sera confronté à ça, effectivement, votre supposé victime, hein, va arriver vers vous. La première question que vous allez devoir poser, du coup, hein, c'est ce que j'ai noté ici dans la première étape, hein, ici, hein, c'est: «Est-ce que tu viens vers moi?» Donc c'est poser une question, en fait, simple, hein, à la supposée victime. Donc SV, c'est supposé victime ici. OK. Est-ce que tu viens vers moi en ma qualité d'ami? Est-ce que tu viens vers moi en ma qualité de collègue? Ou est-ce que tu viens vers moi en ma qualité de membre élu du CSE? C'est très, très important. Cette première étape, elle est importante afin de pouvoir, savoir la marche à suivre par la suite. Parce qu'en tant qu'ami, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose malheureusement. À la limite, vulgairement parlant, je pourrais à la limite, inviter cette personne-là à aller boire un verre à la fin de la journée, peut-être, de lui demander d'exposer les faits, et je vais sûrement réitérer, vu que c'est mon ami, mon soutien, mais je ne vais pas Mmh. pouvoir faire grand-chose. En tant que collègue, je suis, dans l'obligation d'exercer ce qu'on appelle mon devoir d'alerte. Donc d'après l'article L4131-1 et suivant du code du travail, je me dois de faire remonter l'info à mon N+1, qui lui-même est censé faire remonter l'info à son N+1, et qui lui-même également est censé faire remonter l'info à son N+1, et cetera, jusqu'à arriver, hein, au sommet de la pyramide. Ça peut paraître très long. OK? Ouais. En tout cas, notre pouvoir d'action, il sera quand même assez limité. En tant que Mmh. membre élu du CSE, par contre, je vais pouvoir mettre en sécurité ma supposée victime. Donc ça va être très important. Une mise en sécurité, c'est très vaste, comme sujet. Dans un premier temps, je vais inviter, du coup, ma supposée victime à venir partager son témoignage dans un environnement neutre. Alors généralement, ça va être le local du CSE. Alors si Mmh. vous n'avez pas un local, c'est pas une obligation d'avoir un local, hein, du CSE dédié au CSE. Vous avez certainement, la possibilité, hein, de pouvoir, réserver une salle de réunion, de manière prioritaire d'ailleurs. En tout cas, le président du CSE doit pouvoir, hein, vous, mettre à disposition une salle de réunion avec une priorité dans la réservation. OK. Donc déjà un environnement neutre, parfois, tout dépend du contexte, de la problématique. Il faudra peut-être, pourquoi pas, offrir un verre, hein, un café, ça peut être, un verre d'eau, à votre supposée victime. Parfois, il faut même aller plus loin. Cela dépend du contexte, encore une fois. Il faudra peut-être la prendre dans les bras, hein, dans la mesure du possible, en tout cas. Notre boulot, il consiste, tout de même à être humain, hein, et pouvoir instaurer, si tu veux, Aymeric, un, un environnement neutre, sain, à ce Mmh. que, afin de pouvoir, faciliter, donc le témoignage de la supposée victime. Ouais. Cette mise en sécurité, ça sera également l'occasion pour vous de remplir, votre obligation, donc le devoir de neutralité. Vous avez un devoir de neutralité, de confidentialité. Alors je rappelle que ce devoir de confidentialité, hein, il s'arrête à tous les membres du CSE. C'est-à-dire que vous n'êtes pas censé communiquer ces informations-là sans autorisation préalable de la supposée victime au Mmh. président du CSE ou à d'autres salariés ou à des personnes qui sont, donc en dehors de l'établissement, bien évidemment. Donc mise en sécurité, c'est très vaste, effectivement. Dès que vous avez donc instauré cette mise en sécurité, vous allez pouvoir, établir ce qu'on appelle une écoute active. Alors quand je parle d'écoute active ici, ça sous-entend, de ne pas prendre de notes en même temps que vous écoutez, donc le témoignage de la supposée victime. Ça, c'est important. Alors c'est une compétence, hein, d'ailleurs, hein, de savoir écrire, et en même temps écouter. Vous Ouais. avez des personnes qui proposent leurs services d'ailleurs au CSE, hein, des services de sténotypie, donc de dactylographie. Tu as des personnes qui ont un bac+5, là-dedans. C'est des compétences en tout cas à développer. Quand je parle d'écoute active également, je sous-entends, le fait de ne pas interrompre, du coup, hein, le partage du témoignage de la supposée victime. Pourquoi cela? Parce que, psychologiquement, votre supposée victime, hein, peu importe, la problématique, hein, encore une fois, elle a besoin de vider son sac. D'accord? Elle a besoin de se décharger émotionnellement. D'ailleurs, effectivement, elle va vous partager des éléments qui vont être complètement subjectifs, hein. Des ressentis, l'expression de Mmh. ses sentiments, l'expression de ses émotions.
Donc, dans tous les cas, hein, ce sont des éléments qu'on ne va pas partager au président. On est bien d'accord que notre but à nous, il est d'être neutre et d'apporter un maximum d'éléments factuels au président du CSE. Mais on n'y est pas encore. Donc, on a fait l'écoute active. Après avoir fait donc cette écoute active, je vais demander en fait aux membres du CSE de demander à la supposée victime de retranscrire à l'écrit tout ce qu'elle vient de vous dire à l'oral. Alors, parfois en formation, souvent d'ailleurs, on me donne du coup différents scénarios. Vous avez des membres du CSE qui vont me dire oui, mais si ta supposée victime ne veut pas retranscrire à l'écrit tout ce qu'elle vient de te dire à l'oral, tu fais comment? Ça arrive, hein. Ouais, effectivement. Une supposée victime d'harcèlement sexuel, elle a vécu déjà ce harcèlement sexuel, elle le vit une deuxième fois en partageant son témoignage. Elle va vivre de manière plus profonde d'ailleurs, à travers la retranscription à l'écrit de tout ce qu'elle vient de vous dire. Donc une troisième fois, ça peut être très dur émotionnellement pour la supposée victime de pouvoir respecter cette règle-là. Donc à ce moment-là, je propose au CSE de proposer à la supposée victime d'être sa plume. Vous allez écrire à sa place, mais mot pour mot, ce qu'elle vous dit. Ça, c'est important. Vous lui envoyez par mail et vous lui demandez de vous renvoyer par mail. Bon pour accord. Une dernière étape importante également, que j'ai omis de mettre ici dans le listing des sous-étapes, une cinquième sous-étape qui consiste à demander une autorisation de la part de votre supposée victime de faire remonter cette information-là, capitale, au président du CSE, donc en réunion CSE. Ça, c'est important. Nous ne substituons jamais au desiderata de la supposée victime. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que dans le cas contraire, ça peut se retourner contre vous, bien évidemment. On pourrait parler ici de diffamation, par exemple. Donc, nous, notre boulot est de récolter un maximum de faits et de faire remonter l'info, les infos que nous a communiquées effectivement la supposée victime. Donc, vous avez fait ça, vous avez rempli donc cette première étape. Avant Une de... question qui a été posée sur le fait qu'on puisse potentiellement enregistrer le témoignage. Parce que tu parlais de le faire à l'écrit. Alors, c'est intéressant, c'est une très bonne... Alors, merci Anne-Rose pour votre question. C'est une très bonne question. Alors, si vous avez l'autorisation donc préalable de la supposée victime, bien sûr que vous allez pouvoir le faire. Maintenant, est-ce que cela est vraiment nécessaire? C'est la question qu'on peut se poser. Du moment où moi je demande une retranscription à l'écrit directement à la personne concernée, j'ai pas besoin d'enregistrer le témoignage, clairement. Et quand je parle d'enregistrement, je sous-entends un enregistrement audio. Vidéo, c'est encore plus complexe. Il va falloir faire des demandes de droit à l'image, en tout cas respecter effectivement ces données-là, qui peuvent être considérées comme confidentielles, sensibles. Donc oui, vous pouvez toujours le faire. Je vois pas l'intérêt. Vraiment. Moi, je prodigue, en tout cas, je demande au CSE, j'ai la chance de pouvoir former, de demander, d'insister, en tout cas, d'essayer, c'est votre travail, c'est de pouvoir convaincre votre interlocuteur de la nécessité absolue de faire une retranscription à l'écrit. Si elle veut vraiment pas que vous fassiez une retranscription à l'écrit à sa place, il va falloir être complètement honnête et expliquer à votre supposée victime que vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose, finalement. Vous avez les mains liées. Elle est censée vous faire une retranscription et vous faire une autorisation. Tout ça à l'écrit, bien évidemment. Ok. Merci pour cette question. Donc après ce recueil des faits, donc on est sur un premier recueil des faits, vous allez pouvoir du coup transmettre une info. C'est votre rôle aussi en tant que membre du CSE, c'est d'alerter du coup votre président de la nécessité de mener une enquête. Donc ça, c'est important. Donc c'est avant cette deuxième grande étape qui consiste à analyser les faits du témoignage initial de votre supposée victime. Alors, comment est-ce que je transmets ça à mes stagiaires? Je leur dis surtout, n'envoyez pas par mail le témoignage initial de votre supposée victime. Allez, imaginons qu'elle ait accepté de retranscrire à l'écrit tout ce qu'elle vient de vous dire à l'oral. Comprenez bien que ce témoignage-là, il va être bourré d'éléments subjectifs. Encore une fois, l'expression du ressenti de la supposée victime, ses émotions, ses sentiments, et c'est complètement normal. Pareil, elle va peut-être
vous transmettre des infos qui seront trop floues ou approximatifs, pas assez précis. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je vous dis que, tiens, bon, l'histoire s'est passée jeudi dernier dans la matinée. Moi, ce que j'aimerais savoir, alors c'est une très bonne info. On a déjà quand même quelques infos assez intéressantes. Néanmoins, nous avons besoin de plus de précision afin de pouvoir partager ces informations-là et que le patron ait l'ensemble du tenant et aboutissant de l'histoire afin qu'il puisse prendre la meilleure des décisions possibles. Donc la question que je poserai du coup à la supposée victime dans un deuxième temps, donc ça fera l'objet de la deuxième grande étape de cette procédure d'enquête qui consiste à analyser les faits. Ça va être déjà, jeudi dernier, pour toi, c'est quoi jeudi dernier? C'est jeudi de la semaine dernière? C'est jeudi d'il y a 2 semaines? Il y a 3 semaines? Il y a 4 ans? Il va falloir que tu sois plus précis, que tu puisses m'apporter un élément mesurable, quantifiable, donc une date. Pareil, quand quelqu'un me dit ça s'est passé dans la matinée, alors c'est intéressant, merci pour l'info. Néanmoins, c'est pas assez précis. Pour moi, la matinée, c'est entre minuit et midi. Donc il va falloir que tu puisses m'apporter un horaire. Mmh. Si tu n'arrives pas à me donner un horaire, il va falloir que tu puisses m'apporter des informations telles qu'un créneau horaire entre 10h et midi. Votre but consiste à donner assez d'éléments au président. Le président, il faut s'imaginer qu'il doit être capable de pouvoir fermer les yeux et s'imaginer la scène. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand je dis éléments factuels, c'est des éléments précis. Okay, il doit s'imaginer la scène. Donc, si tu me dis que ça s'est passé dans l'établissement, ça ne veut rien dire. Il va falloir que tu me dises exactement où dans l'établissement. Ça s'est passé dans ton bureau? Ok. À ce moment-là, tu étais comment? Tu étais assis, tu étais debout, tu étais allongé, tu étais accroupi. Cette personne-là, ton supposé agresseur, il était penché sur toi. Il va falloir que tu puisses m'apporter un maximum d'éléments. Donc, c'est beaucoup de rigueur que je demande au CSE avec qui je suis en formation. Cette rigueur-là que je demande également à ce qu'ils transmettent, à ce qu'ils la transmettent également au président du CSE. Ok. Donc, après ce recueil des faits, il va falloir effectivement donc non pas transmettre le témoignage initial de votre supposée victime, mais plutôt d'apporter un maximum d'éléments permettant au patron d'être convaincu sur la nécessité de mener une enquête. On n'a pas encore démarré l'enquête à proprement dit, on n'a fait qu'un recueil des faits. C'est que le démarrage de l'enquête. Donc il va falloir ensuite attaquer la version du supposé agresseur, la version également du témoin. Ok. Donc comment est-ce qu'on va transmettre cette info? C'est simple, on va faire une évaluation des risques. On va lister les risques auxquels est exposée du coup la supposée victime, les dangers. Donc déjà, il va falloir faire la différence entre ce qui est un risque et un danger. On le verra ça un peu plus tard. D'accord, je l'ai prévu au programme numérique. Et enfin, exposer également les dommages possibles. Les conséquences sur l'image de l'entreprise, les conséquences sur le collectif de travail, mais également sur les conséquences sur l'individu, tant physique que psychologique. Et enfin, bien comprendre également une chose vraiment cruciale pour les CSE, c'est ce que je me force à répéter sans cesse, c'est que vous n'êtes pas là non plus que pour cibler en fait les problèmes. Vous êtes là également pour être force de proposition. Ça, c'est important. Vous devez avoir une démarche constructive. Donc, au-delà de savoir pointer du doigt un risque, un danger, des conséquences possibles sur un individu ou un collectif d'individus, votre travail consiste également à être force de proposition, à proposer des actions de prévention efficaces sur le long terme, en proposant, pourquoi pas, des moyens humains, des moyens techniques et des moyens organisationnels. Donc là, je rentre beaucoup dans la technique. J'espère que notre auditoire comprend ce que je suis en train d'expliquer. N'hésitez pas à poser des questions. C'est vrai que c'est un travail difficile, le fait de faire cette animation-là en si peu de temps, alors qu'on en parle pendant 5 jours. Et au-delà de ça, d'ailleurs, c'est 5 jours minimum, d'ailleurs. J'ai beaucoup d'entreprises qui font appel à moi, en tout cas qui louent mes services, 1 journée, 2 journées supplémentaires, pour faire du sur-mesure, bien évidemment. La deuxième étape, du coup, consiste ici à analyser donc, ce témoignage initial. Vous avez donc fait le recueil des faits de la supposée victime. Il va falloir analyser ces faits-là.
Donc l'analyse ici nous permet dans un premier temps de dissocier les faits d'un côté et des opinions de l'autre, sachant que notre rôle consiste à faire une remontée totalement objective de la situation auprès de la direction, donc auprès du président en réunion CSE. Moi en formation, je fais un petit travail préalable avant de rentrer dans l'exercice d'application. On fait un petit travail assez sympa, assez interactif, dans lequel on va dissocier en fait la notion de fait et la notion d'opinion. Donc je demande en fait au CSE de définir par des mots-clés ce qu'est un fait d'un côté, ce que sont les opinions. On fait des petits jeux de rôle, etc. Donc c'est assez intéressant. Et dans un deuxième temps, il va falloir, en utilisant une technique d'analyse bien précise, le fameux QQ-QCCP, qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi, de déterminer des questions subsidiaires qui vont nous permettre de pouvoir compléter le témoignage initial. Donc, dans un premier temps, tu récupères du coup le témoignage de ta supposée victime. Je demande au CSE d'extraire, à partir de ce témoignage, les faits qui sont présents dans ce témoignage, d'accord, de les lister et de les numéroter. Alors pourquoi? Ça va être important pour la troisième grande étape, qui consiste à établir ce qu'on appelle l'arbre des causes. Alors, beaucoup de CSE ont entendu parler de l'arbre des causes. On rentre vraiment dans le détail en formation. Donc, on fait dans ce travail-là d'extraction des faits du témoignage initial, on liste, on numérote, et ensuite, on va vérifier, ici, c'est ce que j'ai marqué, vérifier les faits. En fait, on va vérifier que les faits qui sont contenus dans cette liste proviennent bien du témoignage initial et ne sont pas issus de notre propre interprétation des choses. Je te donne un exemple, Émeric. Si dans le témoignage, il y a écrit Émeric fait 1,90 m, si moi, dans le listing des faits, je marque Émeric est grand, c'est mon interprétation des choses. Pourquoi? Parce que pour quelqu'un qui fait 2,30 m, Émeric, il est tout petit. Voilà. J'ai fait ce listing des faits, j'ai vérifié que les faits qui sont contenus dans cette liste proviennent bien du témoignage initial, ne sont pas issus de ma propre interprétation des choses. Je vais pouvoir faire un travail de fond en établissant ce qu'on appelle un listing des questions subsidiaires. Ces questions subsidiaires vont permettre ici de compléter le témoignage initial. Le quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont les principaux personnages de l'histoire? Où est-ce que ça s'est passé exactement? Quand? Comment? Combien? Pourquoi? Si j'arrive à répondre à toutes ces questions de manière précise et factuelle, j'ai assez d'éléments me permettant de pouvoir construire ce qu'on appelle mon arbre des causes. Ici, l'arbre des causes, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation mentale, c'est la représentation graphique d'une situation à un instant T, à un instant donné. C'est finalement l'enchaînement chronologique des causes ou des faits qui ont conduit au fait ultime, c'est-à-dire au dommage. Alors, ça a l'air barbare ici comme définition. Je vous promets qu'en formation, ça passe très bien. On arrive, par l'intermédiaire d'exercices, d'applications, à être complètement autonome sur cette tâche-là. En gros, dans les années 90, dans les années 80, à la fin d'une réunion, généralement, on faisait un compte-rendu. Ce compte-rendu, il faisait 10-15 pages. Personne ne lisait ce compte-rendu. C'était contre-productif. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle du mind mapping. On va, en fait, par l'intermédiaire d'un schéma, on va pouvoir résumer effectivement une situation, faire une synthèse, effectivement, des faits ici, et présenter cette synthèse-là de manière complètement chronologique. Donc, sur une feuille A4, le patron ou le président du CSE va avoir assez d'éléments factuels lui permettant de pouvoir prendre la meilleure des décisions possibles. Donc, c'est assez intéressant. Voilà sur ce sur quoi, d'ailleurs, le CSE s'arrête. Donc, dès qu'elle a effectué cette représentation donc, à l'écrit, elle va présenter les choses par la suite en réunion CSE. Donc, nous, en formation SSCT, je donne la possibilité également, il y a un exercice d'application sympa, dans lequel je demande au CSE de présenter du coup ces faits-là, donc à travers la présentation de l'arbre des causes, donc d'un cas concret, donc au président du CSE. Donc on fait des jeux de rôle, c'est assez sympa. Et je rappelle que après donc, lecture de cet arbre des causes, le patron est censé connaître tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Et prendre la décision adaptée pour, du coup, réduire ce risque, ou du moins pouvoir le traiter. Exactement. Et il ne peut pas être missionné ou informé avant l'arbre des causes.
Alors si, donc là, je reviens sur le recueil des faits. Dès que j'ai terminé, en fait, mon recueil des faits, je fais donc du coup, ce listing des risques, des dangers, des conséquences possibles et l'action de prévention me permettant de pouvoir solutionner le problème, de manière urgente, trouver une solution de remédiation d'urgence. Ouais, Heu J'établis le même recueil des faits, d'ailleurs dans les mêmes conditions. Pourquoi? Je suis garant, en tant que membre du CSE, de l'égalité de traitement entre tous les salariés. C'est ouais, pas à moi de décider si le supposé agresseur est vraiment agresseur ou si la ouais, supposée victime est vraiment victime. Peut-être que la supposée victime, vous dit des bêtises, hein. Donc, et ça, ce sera pas à nous de le décider, ça sera au président. Donc, d'accord. d'ailleurs, on établira ce même recueil des faits, donc entre la supposée victime et le supposé agresseur dans les mêmes conditions. Vous avez invité votre supposée victime dans la salle de réunion numéro 1, votre supposé agresseur, il va falloir également l'inviter dans la salle de réunion numéro 1. OK. Donc voilà, sans exagérer, et voilà, si vous avez proposé un café à la supposée victime, il va falloir proposer également un café à supposé agresseur. Donc il faut qu'elle ait les mêmes chances de pouvoir, et les mêmes conditions surtout, de pouvoir partager son témoignage. C'est important. OK? C'est important, afin de collecter un maximum d'informations. Là, pareil, je vais, tu as aussi des supposés agresseurs. Tu vas aller vers eux, ils vont te dire: «Eh bah, écoute, pour moi, écoute, j'ai pas envie de te partager mon témoignage parce que je sais que je suis innocent». Pas de souci, hein. Rappelez au supposé agresseur que seule la version de la supposée victime, hein, arrivera au bureau, sur le bureau du président. Mmh. Donc ça va être rapide, j'ai envie de dire pour le président, de pouvoir, heu, donc proposer une solution. Mmh. OK. En tout cas, décider, hein, de la suite de tout cela. Tac, tac, tac. Donc, du coup, donc j'ai établi l'arbre des causes. Il va falloir que je puisse présenter donc, ce rapport donc en réunion CSE, OK? Et puis je vais aussi, être, donc force de proposition. Je vais pouvoir proposer des actions de prévention efficaces sur le long terme, donc, et je vais me baser sur les faits que j'aurai récoltés, donc, lors de ma procédure d'enquête. Voilà. OK. Donc, voilà tout pour la procédure d'enquête. Je voulais aborder également cette notion-là de mécanisme de survenue du dommage. Donc là, je vous ai parlé effectivement de l'enquête, comment est-ce que vous allez pouvoir réagir, vous, membres du CSE, ce que vous allez pouvoir apporter en fait au président afin qu'il puisse remplir ses obligations. Mais il va falloir que vous-même, vous puissiez être capable d'identifier, hein, dans une même situation, les risques, les dangers auxquels est exposé le salarié victime, mais également les autres personnes qui sont présentes dans la zone d'activité, dans la zone de travail. Euh, euh, donc ici, donc très brièvement, donc le danger, qu'est-ce que c'est? C'est la source potentielle du dommage. Si tu dois l'expliquer à un enfant, c'est ce qui va peut-être te faire du mal. Qu'est-ce qu'un risque ici? Le risque, c'est l'exposition finalement au danger. Donc c'est l'enchevêtrement des deux zones, hein, la zone de déplacement de l'individu et la zone de danger, qui va faire naître ce qu'on appelle la zone à risque. Cette zone de déplacement, j'aurais pu la représenter de manière plus vaste, hein. Là, sur mon schéma. Pourquoi? Parce qu'un individu, en se rapprochant d'un danger, il va augmenter effectivement le risque. Si l'individu marque une distance par rapport à ce danger, le risque va diminuer. Mais il pourrait également potentiellement contourner ce danger. Donc, la situation que vous avez là, donc l'addition de la zone de danger et de la zone de déplacement qui va former la zone à risque, hein, ici, hein, on peut la nommer, hein, c'est une situation dangereuse. D'accord? Donc, pareillement, en formation SSCT, santé, sécurité, conditions de travail, euh, euh, les CSE doivent être capables de pouvoir identifier effectivement toute situation dangereuse, hein, dans leur établissement. Donc situation dangereuse qui ne va pas forcément aboutir à un dommage. C'est pas parce que j'ai un danger que je vais forcément subir un dommage. Je donne un exemple tout bête. Vous avez un câble qui traîne par terre, hein, dans votre zone d'activité. Bien évidemment, si vous vous rapprochez de ce câble, vous avez plus de risques, bah, de tomber, de chuter,
hein, de vous prendre les pieds dans ce câble-là, puis de tomber. Ici, on parle de chute de plein pied. Mais c'est pas parce qu'il y a un câble que je vais forcément chuter. Si je suis conscient effectivement du danger, je vais pouvoir contourner ce danger. Jusqu'au jour où j'ai un événement déclencheur. Ça peut être par exemple, une pression, au travail, ça peut être, tiens, mon N+1 qui me demande de travailler plus rapidement. Ça peut être, par exemple, un collègue, qui est en surcharge de travail et qui a le besoin, d'être aidé dans sa tâche. Donc, un événement déclencheur, ça pourrait être, toute situation, heu, pouvant faire basculer cette situation dangereuse en ce qu'on appelle un événement dangereux. Et à la suite de la naissance de cet événement dangereux, il y a toujours une possibilité d'évitement, pardon, qu'on appelle ici le presque accident, et qui va, si vous n'arrivez pas à éviter effectivement cette situation, va pouvoir vous conduire au dommage. Donc, OK. ça peut être un accident de travail. Ici, on va aborder ce sujet-là aussi, hein, c'est prévu au programme, mais ça peut être également ce qu'on appelle une maladie professionnelle. Alors pour la maladie professionnelle, regardez, hein, ça marche de la même façon, hein. Vous avez une exposition dangereuse, due à une exposition répétée. Cette répétition dans cette exposition va, donc, avec le temps, vous conduire possiblement ou non à ce qu'on appelle une maladie professionnelle. Notre travail en tant que membre du CSE, il est de prévenir le risque que surviennent des accidents de travail, maladies professionnelles. Pourquoi? Afin de pouvoir aider l'employeur à remplir ses obligations. Voilà. Encore une fois, à l'instar du président, du patron, vous-même, en tant que salarié ou membre du CSE, vous avez une obligation ici de moyens. Donc, d'après l'article L41-22-1 du Code du travail, vous êtes censé avoir tous les moyens vous permettant d'assurer votre propre sécurité et assurer la sécurité des autres qui sont concernés par vos actes ou vos omissions. Donc là, c'est ce qui est écrit, hein, stricto sensu dans la loi. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que vous êtes responsable de vos actes, mais que vous êtes censé avoir tous les moyens vous permettant d'assurer votre propre sécurité. Exemple, vous avez des extincteurs dans l'entreprise, bah, c'est évident. Le patron vous met à disposition ce moyen vous permettant de lutter contre l'incendie, par exemple. OK? Donc voilà pour le mécanisme de survenue de l'accident. Donc, vous avez différents types de conséquences. Tout à l'heure, je vous parlais, hein, de savoir lister les risques, les dangers et surtout les conséquences possibles. Donc l'exposition à ces différentes situations dégradées de travail a de nombreux effets. Vous devez être capable de pouvoir, hein, présenter les choses comme ceci au patron, donc au président du CSE. Donc, tout d'abord sur les conséquences sur le travail de l'entreprise, des retards de production, des objectifs non atteints, la baisse de performance, l'augmentation du nombre de rebuts, la mauvaise répartition de la charge de travail, l'absentéisme, la perte de crédibilité vis-à-vis de l'extérieur. N'oublions pas que, suite à un accident de travail, il va y avoir plusieurs conséquences. Hein. Au-delà des conséquences, j'ai envie de dire, morales et sociales, qui sont, selon moi, les plus importantes, il va y avoir une conséquence non négligeable financière pour l'entreprise. Vous avez 2 types de coûts pour l'entreprise. Vous avez ce qu'on appelle dans un premier temps les coûts directs, et vous avez dans un deuxième temps ce qu'on appelle les coûts indirects. Les coûts directs, bah, ils vont être liés directement à l'accident. C'est-à-dire que le collègue en question, eh ben, il va être nécessaire pour lui, hein, de pouvoir bénéficier de soins. Donc ces soins, hein, ils seront pris en charge, hein, par la sécurité sociale, mais surtout par le patron, d'accord? Directement. Ça va être des soins, bah, qui vont être liés à l'hospitalisation. Ça va être des soins liés à la prise de médicaments, des soins liés à la rééducation, par exemple, pour le collègue en question ou la collègue en question. Mais ça va être également l'impact que va avoir du coup cet accident de travail ou cette maladie professionnelle, hein, sur la sinistralité de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que la sinistralité de l'entreprise? Ici, hein, on parle de l'impact sur le taux de cotisation, réparation du préjudice, accident de travail, maladie professionnelle. Donc, il faut bien comprendre que toutes les entreprises aujourd'hui en France, hein, donc cotisent
euh, euh, afin de pouvoir réparer le préjudice qui pourrait être subi à un salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, hein. Ce taux de cotisation, d'ailleurs, il est fixé annuellement par la CARSAT, hein, la Caisse d'assurance retraite. Donc vous avez, pour vous l'expliquer très brièvement, vous avez 3 différents types de taux. Vous avez ce qu'on appelle, donc pour les entreprises qui situent en termes d'effectifs entre 1 et 19 salariés. Ici, on parle de taux collectif. Donc la CARSAT, en gros, donc va faire le calcul suivant. Il va prendre le nombre d'accidents de travail que vous avez, nombre d'accidents de travail, le nombre de maladies professionnelles et l'intensité des dommages qui sont liés aux accidents et aux maladies du secteur d'activité auquel vous appartenez. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que les entreprises de moins de 20 salariés doivent être solidaires entre elles et qu'elles n'ont pas la capacité financière de faire face à un accident de travail grave ou à un mort au travail, par exemple. Les entreprises qui sont situées entre 20 et 149 salariés, ici on parle de taux mixte. Comment un CARSAT va le calculer? Ils vont prendre le nombre d'accidents de travail, le nombre de maladies professionnelles, l'intensité des dommages qui sont liés aux accidents et aux maladies du secteur d'activité auquel vous appartenez. Donc là, on parle effectivement de taux collectif. Et on va prendre également une part individuelle. Donc on prend le nombre d'accidents de travail, le nombre de maladies professionnelles, et l'intensité des dommages qui sont liés aux accidents et aux maladies qui sont propres à l'entreprise. D'accord? On va associer les deux, hein, ce qui va nous faire un chiffre. Plus votre entreprise est proche de 20 salariés, et plus le taux va être collectif. Plus votre entreprise, la tranche d'effectifs en tout cas, va être proche des 149 salariés, et plus votre taux va être individuel. D'accord? Au-delà de 149 salariés, vous avez ce qu'on appelle un taux individuel. Donc on va prendre en compte, hein, la sinistralité propre à l'établissement, à l'entreprise. Okay. Au-delà de cet impact sur la sinistralité, donc qui appartient encore au coût direct, vous avez des coûts indirects. Ces coûts indirects, ils sont monstrueux. Ils sont 7 fois supérieurs aux coûts directs. Donc, pour vous expliquer très brièvement, ce qui se passe, c'est que vous êtes accidenté du travail, vous êtes absent, hein, il va falloir vous remplacer. Généralement, on remplace les personnes par des intérimaires, parfois on ne les remplace même pas, hein. Vu qu'on prend un intérimaire, bah, il va falloir le former. Donc, Émeric, bah, je vais te demander de sortir de ta zone de confort, donc sortir de ton espace de travail et d'aller former du coup l'intérimaire en question. Mais vu que tu n'es plus à ton poste, cela va forcément conduire à une perte de productivité. Dans certains secteurs d'activité, ça va même conduire à un arrêt de production. Qui dit perte de productivité ou arrêt de production, dit retard de livraison. Qui dit retard de livraison, dit sanction pécuniaire de la part du client. Et qui dit sanction pécuniaire, dit insatisfaction client. Et on y arrive, Émeric, ici, hein, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui dans toutes les entreprises, peu importe le secteur d'activité. C'est l'image de l'entreprise qui en prend un coup. Voilà. Et ici, je le représente avec la perte de crédibilité vis-à-vis de l'extérieur. Donc ça, c'est des conséquences à prendre en compte. Au-delà de ça, hein, vous avez les conséquences sur les collectifs de travail, hein, et les relations sociales. Cela peut conduire également à des relations tendues, des conflits entre collègues, la concurrence entre services, la diminution des collaborations entre services. Puis des conséquences sur l'individu, des conséquences physiques, des conséquences psychologiques. Ici, je vous ai mis effectivement La liste n'est pas exhaustive, hein, bien évidemment, mais on travaille là-dessus effectivement en formation CSE, SSCT, hein, plus particulièrement, afin de pouvoir, hein, agrémenter cette liste, hein, de nouveaux faits en tout cas, nouvelles conséquences. Ici, je voulais revenir vers vous très brièvement également sur tout ce qui est en rapport avec l'accidentologie, qui est en lien avec tout ce que je viens de vous dire précédemment. Donc notre but, il est de prévenir les risques qu'un accident de travail survienne. On va mener des enquêtes, effectivement, mais il va falloir qu'on puisse effectivement définir ce qu'est un accident de travail. Donc, il est considéré ici comme accident de travail, hein, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Donc là, regardez, hein, c'est l'article, hein, L411-1 du Code de la sécurité sociale, hein, qui nous définit effectivement cette notion-là. Donc j'ai délibérément, moi c'est ce que je fais avec mes CSE, Émeric, c'est que j'explique un petit peu, hein, cette codification qu'on retrouve dans le Code de la sécurité sociale, dans le Code du travail, Code pénal, Code civil,
Donc la partie L, qui est la partie législative de la loi, le livre 4, ici, qui est concerné, le titre 1, le chapitre 1er, ici on est sur l'article numéro 1. Donc, s'il faut résumer, ici, un accident de travail, c'est un accident qui est survenu au travail. Donc le lieu est important. Donc il faut que ça soit la zone d'activité auquel vous avez une autorisation de pouvoir travailler. Il faut que ça se passe pendant votre temps de travail et surtout en faisant votre activité professionnelle. Ce sont les 3 paramètres principaux qu'il faudra prendre en compte. Alors, pourquoi je vous parle de ça en formation? C'est simple, afin que vous puissiez effectivement prévenir que le risque d'accident de travail survienne, mais afin que vous puissiez également, dans la proposition faite au président, accompagner, pourquoi pas le service RH, dans la transmission des informations auprès de la CPM, Caisse primaire d'assurance maladie. Tout accident, donc survenu à l'occasion du travail, pendant le temps de travail, et en faisant votre activité professionnelle, doit faire l'objet du remplissage du formulaire SARFA, qui est dédié à la déclaration des accidents de travail et des maladies professionnelles. Accidents de travail, pardon. Accidents de travail. Tu parlais du fait que ça soit forcément réalisé dans l'exercice de son métier sur son lieu de travail. Pour autant, un déplacement professionnel dans le cadre de son travail, on n'est pas sur son lieu de travail, mais c'est pourtant, j'imagine, le cas aussi. Donc, exactement, ouais, lorsqu'on est en mission, effectivement, Ouais. lorsqu'on est missionné par notre patron, effectivement, ou dans le cadre de notre activité professionnelle, cela doit faire l'objet, effectivement, d'une déclaration au titre de l'accident de travail. OK. Attention, l'entreprise a la possibilité de pouvoir contester l'accident de travail en question. Ok, il y a la possibilité de le faire directement sur ce formulaire. Néanmoins, alors il y a des formalités administratives à respecter en termes de temps, en termes de délai. Donc le salarié victime, lui, il a 24 heures pour pouvoir transmettre l'info à son épuisant. Alors il peut transmettre bien évidemment l'info de l'accident de travail également au service RH et également au patron, carrément. Derrière cela, ils ont donc la direction, en tout cas l'entreprise, a 48 heures pour pouvoir transmettre l'info à la CPM. Au total, ça fait 72 heures donc, pour pouvoir transmettre l'info à la caisse primaire d'assurance maladie, c'est-à-dire à la sécurité sociale. Tout accident doit être déclaré comme tel. C'est-à-dire que le patron ne peut pas être jugé parti. Il ne peut Mmh. pas dire ah non, Émeric, ça, c'est pas un accident de travail, ça, c'est de ta faute, par exemple. Il peut néanmoins contester l'accident de travail, ce qui donnera lieu à une enquête menée par la sécurité sociale, qui va vérifier effectivement que les faits sont bien avérés, tu as bien eu un accident de travail. Voilà. Alors, donc, quelle est la seule institution qui peut déclarer une personne en situation d'accident de travail? C'est la CPM, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie, et c'est pas l'entreprise qui a transmis l'info qui va déclarer si la personne est bien en accident de travail. Okay. OK. Donc la sécurité sociale confirme effectivement si c'est un accident de travail ou non. Pourquoi c'est important d'ailleurs de pouvoir accompagner le service RH? Donc c'est important pour que le salarié victime puisse bénéficier de soins sans avance de frais. Okay, donc vous contribuez également à l'amélioration des conditions de travail, de la qualité de vie au travail de vos collègues. Okay, au-delà de ça, cela va vous apporter également de la crédibilité, de la confiance de la direction, du fait de votre démarche-là, qui est constructive et qui est d'aider l'employeur, encore une fois, à Mmh. remplir ses obligations. Donc notre but, il est d'instaurer un dialogue social. Alors le plus facile, c'est pas d'instaurer un dialogue social, c'est de le maintenir, ce dialogue social. Ouais. C'est le plus dur d'ailleurs pour les élus. Donc ici, essayer de collaborer avec tous les services de l'entreprise et d'accompagner effectivement tous les acteurs dans une démarche constructive. On avait eu des questions, Jihad, on approche très dangereusement de la fin. Je vois qu'il reste encore des slides, mais on a eu des questions, je te la mets à l'écran. À partir de la présentation des faits, donc le CSE n'intervient plus, ce que tu disais. Est-il ensuite informé de la suite des événements et des solutions? Ah oui, 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 bien sûr. Votre but, il est alors, d'aider l'employeur à remplir ses obligations, certes, mais votre but, il est de comprendre ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise à l'avenir. Donc, notre boulot, il consiste pas, à travers cette procédure d'enquête, à résoudre le problème de cette supposée victime. Ouais. Il est également d'établir, pourquoi pas, un process ou une procédure nous permettant de pouvoir prévenir que le risque ne survienne, en tout cas en termes de dommages,
Mmh. un autre individu dans la boîte. Ouais. Vous C'est voyez? d'ailleurs, je pense, un petit peu en corrélation avec la question d'après, un quid du recueil des incidents bénins? Ah. Alors, vous avez ce qu'on appelle un registre des accidents bénins, ou registre des accidents de travail. Alors, plus communément appelé le registre des accidents bénins. Est-il obligatoire? La réponse est non. D'accord? Il n'est pas obligatoire dans toutes les entreprises. Alors, alors, déjà, faudrait comprendre à quoi sert ce registre. Donc, effectivement, en formation SLCT, je présente d'ailleurs au CSE l'ensemble des registres obligatoires en matière santé, sécurité, conditions de travail. Donc, au-delà de ce registre-là, vous avez d'autres registres qui sont bien évidemment obligatoires. Pour le registre d'accidents de bénin, donc, il va consister à lister, à répertorier tous les accidents qui n'ont pas donné lieu à une déclaration accident de travail, comme je l'ai présenté donc précédemment. Donc, je vous disais que tout accident de travail doit être déclaré comme tel, donc à travers le formulaire SERFA, accident de travail, accident de trajet. Maintenant, effectivement, tu te coupes la pulpe du doigt là, tu vas pas forcément donc déclarer ça comme accident de travail. Néanmoins, si ton état de santé s'empire, imaginons que je m'infecte du coup le doigt suite à cette coupure, la question qui se pose, c'est comment vais-je pouvoir, de manière factuelle, apporter une preuve que j'ai bien subi en fait ce dommage-là, dans le cadre de mon activité professionnelle, sur mon temps de Mmh. travail, sur ma zone d'activité. Donc à travers ce registre des accidents bénins, je vais pouvoir effectivement, donc faire apparaître, cet événement-là. Au-delà de ça, si vous n'avez pas de registre, c'est pas grave. Vous envoyez un mail à votre N+1. D'accord? Ça passe très bien. Vous envoyez un mail à votre N+1, vous envoyez, en copie également, au service RH concerné et pourquoi pas au patron. Il y a aucun problème. Le OK. registre des accidents n'est pas obligatoire. Alors exactement, donc bah, merci à toi de m'avoir donné cette chance-là, de pouvoir partager effectivement ces informations, Aymeric. Merci à toutes et à tous, d'être présents. Donc effectivement, ici, je vous ai partagé donc le contact donc de chez Formose, donc votre partenaire formation. Vous allez pouvoir donc nous contacter donc par mail ou par téléphone. Bien évidemment, vous pouvez également demander à ce qu'on partage également mes coordonnées. J'ai toujours pouvoir, j'ai dans l'habitude d'être en discussion, en communication Mmh. avec les élus, avec les entreprises aussi, donc les directions, afin de pouvoir préparer du coup l'organisation de la formation. Donc on adapte donc tous nos contenus par rapport aux besoins et aux attentes des stagiaires et Mmh. également des entreprises. D'accord? Voilà. OK. Eh ben, merci Jihad, d'avoir pu, participer, d'avoir pu, prendre part à cette intervention pour la 13e édition.